Bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au Musée de l'Histoire maritime de Bordeaux. Je suis Stéphane Binot, donc un des membres fondateurs de ce musée et aussi président du collectif Bordeaux Marinopole, donc à l'origine entre autres du musée mais aussi de d'autres activités pour promouvoir le passé portuaire, maritime et fluvial du port de la Lune. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter de vous amener assez loin puisqu'on va s'appuyer sur une affiche, une gravure assez ancienne de ce qu'on va appeler l'entrée de la rivière de Bordeaux, puisqu'autrefois la Gironde s'appelait la rivière de Bordeaux. Et donc nous allons parler du phare de Cordouan, mais du phare de Cordouan à sa toute première époque. Alors c'est une grande gravure, comme vous pouvez le voir, sur une seule feuille de papier, et c'est un document qui est important pour la connaissance du phare, mais également pour l'activité portuaire de Bordeaux, la rivière de Bordeaux dont je vous parlais tout à l'heure. Elle doit donc être rapprochée de celle établie par Nicolas de Fer, gravée par Coquart et datée avec privilège du roi de 1705. Ceci va nous permettre effectivement de mieux dater finalement cette gravure. Alors plusieurs données et explications sont remarquables, elles vont nous être fournies sur cette planche, dont toute la partie inférieure comporte une dédicace et des emblèmes des villes, régions ou États avec lesquels Bordeaux a fait du commerce. Alors, on va commencer par la dédicace, qui est en bas au centre de cette gravure, et elle va nous servir à essayer de dater ce document, puisque cette dédicace est à l'intention de l'intendant Marie-Claude Boucher, et celui-ci qui fut effectivement un des grands intendants du XVIIIe siècle. Au centre de cette gravure, vous voyez en majesté, on trouve la représentation de la tour de 3 étages et d'une lanterne. C'est quasiment la même dans son environnement proche de celle de Nicolas de Fer. Comme vous pouvez le voir sur ce visuel, si on les met presque en parallèle, on voit bien donc qu'il y a une ressemblance extrêmement importante entre les deux visuels, à l'exception peut-être effectivement de l'allumage de l'élément de feu, qu'on va dire, la tour à feu, et l'éclairage qui a été ensuite modifié sous l'époque de Boucher, donc avec une lanterne à base d'huile. Ce qui nous changeait donc du feu traditionnel. Ce qui est intéressant ici, c'est de souligner effectivement la présence très anachronique du reste, mais c'est vrai sur les deux gravures, de cette fameuse tour à feu qui avait été construite à l'époque par le prince noir, prince noir qui était donc le prince de Galles, surnommé prince noir, qui fut érigé donc en 1360, une tour de 16 mètres de haut, alimentée par des feux qui étaient alimentés donc par des moines. Alors cette tour, effectivement, devait sécuriser l'entrée de l'estuaire, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque des brigands avaient compris la technique en allumant des feux sur la côte pour dévier les bateaux de l'entrée de l'estuaire et les faire s'échouer et à partir de là les piller. Donc la nécessité était tout à fait évidente, vu le trafic et le commerce qu'il y avait déjà maritime au niveau de Bordeaux, de pouvoir éclairer de façon sécurisante effectivement cette entrée de l'estuaire. Sur cette gravure, on peut aussi lire, quand on peut arriver à rentrer dans le détail, que effectivement, le premier phare a été construit donc du temps du roi Louis le Débonnaire, qui était fils de Charlemagne, sur une île qui a disparu. Alors, a priori, peut-être en raison d'un tremblement de terre en 1427, qui est spécifié du reste dans ce texte, ou peut-être aussi, autre hypothèse, enseveli par des tempêtes de sable. Alors effectivement, comme vous le voyez sur ce panneau devant vous, c'est Michel Montaigne, qui va être à l'époque maire de Bordeaux et qui va co-signer le devis pour la construction du phare de Cordouan, qui va être confié à Louis de Foix, et qui est un architecte parisien qui malheureusement ne verra jamais sa 8e merveille du monde entièrement construite, puisqu'il mourra avant la fin et en plus il sera effectivement ruiné après avoir vécu cette expérience de construction très particulière du premier phare qui va être construit en plein au milieu des mers. Alors une autre information tout aussi capitale est celle qui est relative aux observations astronomiques qui vont être faites en divers endroits du royaume, faites par messieurs Picard et Delaïre en 1680 à Cordouan, et qui va indiquer de nouvelles coordonnées qu'on retrouve géodésiques, qui vont modifier celles connues jusque-là, coordonnées que l'on retrouve effectivement sur notre gravure précédente.
Alors ce travail de la carte de France, il va être corrigé par ordre de Louis XIV et confié à l'Académie des sciences, fera dire au roi de France que mes géographes m'ont fait perdre plus de territoire que les guerres m'en ont rapporté. Voilà, c'est pour vous dire, puisque quand on voit le tracé initial qui était ici, et on voit bien maintenant que le nouveau tracé était là, et donc ça veut dire que le roi avait perdu toutes ses terres. C'est ce qui lui avait fait faire cette remarque. Nous parlions effectivement donc de la métropole et aussi du fait que notre musée souhaite retracer le passé maritime, portuaire et fluvial du port de la Lune. Et vous avez ici donc un objet assez rare puisque c'est la seule cloche qui existe encore, qui a été la cloche du phare du bec d'Ambès. Voilà. Et donc cette cloche avait pour mission, donc, non pas d'éclairer elle, mais de signaler l'entrée à la fois, soit de la Dordogne, soit de la Gironde, de la Garonne, je veux dire, à la pointe de la Gironde. Voilà.